Je voudrais maintenant introduire si Hatem Mestiri, Chief Technology Officer, qui va nous entretenir de donc la question qui est posée, c'est la bande passante d'Internet est-elle capable de soutenir la charge imposée par la pandémie? Mais je voudrais, si Hatem aussi, ajouter à ce que vous allez dire, si vous êtes d'accord, une autre question. Quelles sont les initiatives lancées actuellement en Tunisie de transformation digitale et qu'est-ce que vous préconisez aux chefs d'entreprise pour devenir des opérateurs digitalisés? Qu'est-ce que vous préconisez aux chefs d'entreprise pour assurer la transformation digitale et quelles sont les initiatives actuelles en Tunisie? Je les ajoute à la question qui est posée. On va profiter de votre présence et de vos compétences pour pouvoir avoir des éléments de réponse. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là et je vous donne la parole. Merci, c'est Abdelzer, merci, c'est Adel. Merci à l'Université centrale de m'avoir invité. Alors, la question, quelles sont les initiatives pour que la Tunisie devienne plus digitalisée? C'est une question très difficile et je crois que si la réponse était simple, on l'aurait fait depuis très longtemps. Le sujet de la digitalisation requiert un écosystème qui est très complexe à mettre en œuvre et qui requiert non seulement des investissements de la part des acteurs économiques, mais aussi une préparation je dirais, de tous les utilisateurs. Par exemple, un point simple, aujourd'hui, nos enfants sont à la maison, même si on met les meilleures plateformes d'éducation à distance, il faudrait que tous les enfants puissent y accéder. Or, aujourd'hui, tous les foyers ne sont pas dotés d'un ordinateur, tous les foyers ne disposent pas d'un smartphone pour tous les enfants. Alors, mettre aujourd'hui une plateforme à distance pour nos élèves est peut-être techniquement simple, mais si cela ne profite pas à une écrasante majorité de nos enfants, cela pose des problèmes pour l'équité, pour l'accès à l'éducation. Et le monde de l'entreprise aussi, aujourd'hui, n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines entreprises d'une certaine taille qui peuvent passer à la digitalisation tout de suite. Certaines autres qui sont nécessaires à l'économie tunisienne vont avoir beaucoup de mal. Par exemple, aujourd'hui, quand on passe chez la supérette du quartier pour acheter nos courses, il n'a ni caisse, il n'a ni ordinateur. Donc, parler-lui de digitalisation aujourd'hui, c'est presque insensé. Et il n'y a pas que lui. Nos avocats, nos notaires, nos médecins, pour la plupart, ne disposent pas d'un outil informatique ni pour leur comptabilité, encore moins pour leurs transactions. Donc, je dirais, dans tous les pays qui ont réussi la transformation digitale, le point le plus important, il faudrait un volontarisme qui est très important et seul l'État est capable d'être la locomotive de cette initiative. C'est-à-dire, par exemple, comme ça a été fait il y a quelques décades en Tunisie, obliger, par exemple, les transactions d'un certain type à être exclusivement sur Internet. Par exemple, la plateforme qui aujourd'hui reçoit tous les appels d'offres publics et toutes les réponses, l'État a décidé à un moment donné que plus rien ne passe que par cette plateforme-là. Il n'y a que comme ça qu'on peut, je dirais, petit à petit transformer un pays tout entier. Par exemple, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de demander à tous les médecins privés et publics, je dirais, de se doter exclusivement d'outils informatiques pour émettre comment dirais-je, toutes leurs recommandations par rapport aux patients, etc. Toutes les transactions avec les pharmacies, etc. Donc, tout ça doit être dans une démarche volontariste. Mais si on reste comme ça, bien sûr, la difficulté est énorme.
Pour ne pas perdre du temps, peut-être que je voudrais passer à vous présenter un peu l'impact de cette crise sanitaire sans précédent dans notre histoire sur les réseaux. Donc, je vais commencer par un premier slide qui décrit la crise du coronavirus et les décisions impactant les réseaux. Donc, Siad, on en a un peu parlé et ça, c'est un point important. Nous avons aujourd'hui des écoles et des universités fermées. Donc, cela favorise quoi? Favorise le e-learning, des cours et de devoirs à distance. Donc, ça, c'est un point important. Certaines universités commencent à le faire, d'autres pas. Certaines écoles aussi, mais Siad a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que nous n'étions pas préparés à ça. Donc, on fait ça dans une dynamique, je dirais, d'être obligé de le faire. Nous avons également ouvert des accès gratuits pour le contenu pédagogique. Par exemple, l'Université virtuelle de Tunis, les opérateurs lui ont accordé des accès gratuits à son contenu. Tout ceci a un impact non négligeable sur le réseau. La décision la plus impactante, c'est le confinement partiel au total de la population et le couvre-feu. Bon, là, c'est un point très difficile qui favorise quoi? Qui favorise, premièrement, le travail à partir de la maison, work from home. Favorise les jeux, ça c'est évidemment, les jeux sont très utilisateurs de la bande passante, favorise le streaming, donc les films, les vidéos live. Nermin Sfar fait beaucoup de dégâts sur notre réseau, favorise l'e-commerce parce que globalement, Siad en a parlé, dans le monde c'est très bien développé. Ici en Tunisie, ça commence et là, cette crise-là accélère peut-être le mouvement. Nous avons la vidéo et l'audioconférence, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, il y a combien aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui ne sont pas dans une salle de peur de la propagation de la maladie. Nous avons aussi beaucoup d'impact sur l'aspect e-payment. Aujourd'hui, la plateforme utilisée pour les cartes bancaires qui est gérée par la Société monétique Tunisie est très sollicitée à tel point qu'aujourd'hui, elle est en panne quasiment toute la journée et nous essayons de migrer vers une nouvelle plateforme. Donc, tous les acteurs sont impliqués pour ça. Nous avons le contenu classique. Nous avions des matchs de foot en Tunisie, la Champions League, etc. Même s'il n'y a plus de matchs live, ce contenu reste très utilisé dans le pays. Nous avons évidemment, il n'y a pas d'industrie de contenu sans le contenu adulte. Ça, c'est une évidence partout dans le monde, pas qu'en Tunisie. Nous avons également les services cloud, même si en Tunisie, il n'y a pas beaucoup de services cloud tunisiens, mais tous les Tunisiens utilisent le cloud de Microsoft, le cloud de Google et d'autres clouds. Toutes les clouds, et je dirais Amazon, Google et Microsoft sont les principaux clouds très utilisés de par le monde. Et bien sûr, en Tunisie, nous avons les réseaux sociaux, et beaucoup, je vous en parlerai tout à l'heure, mais les OTT sont très sollicités en ce moment. Alors, quel est l'impact sur les réseaux dans le monde? Alors, sur la partie gauche de votre slide, si vous le voyez, on voit bien que ça c'est mes amis de Huawei m'ont fourni ce slide-là qui est très intéressant, qui montre que sur l'expérience chinoise du confinement qui n'a été que partiel, la Chine n'a pas fait de confinement total de sa population de 1,4 milliard, mais ils ont confiné que 50 millions de leur population. Alors, ce confinement, il a eu globalement un impact de 22% d'augmentation du trafic.
Bon, certains opérateurs comme China Mobile, en bas à gauche de votre écran, ils ont eu une augmentation de 30% sur leur réseau mobile. Par contre, l'Italie proclame une augmentation de la bande passante de 20%. Et ils disent que le trafic du fixe a augmenté de 70%. Donc ça, c'est un point très important. Quand le trafic augmente de 70%, en général, les réseaux ne sont pas préparés, ils sont dans l'urgence absolue et en général, le risque de ce qu'on appelle le collapse, c'est-à-dire que tout tombe et que plus rien ne marche, est important. Donc, c'est comme les réseaux, c'est comme un bateau. Le bateau a une capacité de 20 personnes. Si vous mettez 50, il y a un risque que tout le bateau, il plonge et que tous les passagers se noient dans le bateau. Alors, je vous ai préparé un slide pour le trafic et son impact sur Ooredoo. Ce que nous avons constaté, c'est que nous aussi, on a sur notre réseau mobile une augmentation de l'ordre de 30%. J'imagine que les deux autres opérateurs tunisiens sont de même ordre de grandeur. Je n'ai pas leurs chiffres, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose. Nous avons, comme je dirais donc, dans l'exemple chinois, une augmentation de l'ordre de 30%, et ça, c'est un chiffre très important. Nous avons également un réseau mobile dédié au fixe, qui est basé sur une autre technologie proche de la 4G, c'est même une technologie 4G qu'on appelle le LTE-TDD. Alors, sur ce réseau fixe, l'augmentation était de 43%, donc on est sur des ratios d'augmentation du jour au lendemain qui sont très élevés. Il faut savoir qu'en général, avec l'augmentation, je dirais, naturelle des réseaux mobiles, en général, d'un mois à l'autre, nous avons une augmentation de 4 à 5%. Avoir une augmentation de 30%, c'est-à-dire une augmentation à peu près de 6 mois d'un coup. C'est énorme. C'est-à-dire, nous avons bouffé notre marge par rapport à ce que nous avions sur le réseau. Donc, on est dans la métaphore où nous avons trop de passagers dans un bateau qui n'a pas la capacité nécessaire. Alors, d'autres impacts. Le changement dans les usages. Je vous ai préparé un tableau Excel qui montre comment les applications OTT sont utilisées en Tunisie. Donc, sur les utilisateurs data, nous avons globalement une augmentation, ça c'est des chiffres Ooredoo, une augmentation de l'ordre de 4% sur les utilisateurs data. Alors, il y a, je dirais, une augmentation sur Facebook et Messenger. Nous avons aujourd'hui à peu près 1,8 million d'utilisateurs sur Facebook et Messenger. YouTube a fait un bond de 11% en termes d'utilisateurs. Twitter, malgré tout, n'est pas très utilisé dans le pays. 400 000 abonnés uniquement utilisent Twitter, mais fait un bond important. Et Viber, lui, il a fait un bond de 93% pour arriver à 350 000 utilisateurs sur Viber. La croissance la plus importante n'est pas tellement dans le nombre d'utilisateurs, mais dans la durée d'usage. Donc, la durée d'usage, elle a fait un bond spectaculaire. Les gens sont à la maison, tout le monde ne travaille pas, et donc, forcément, il y a une augmentation de la durée. Donc, pour vous donner une idée, Facebook, on est passé d'une durée à peu près de 2 heures à une augmentation de 3 heures, à une durée de 3 heures. Énorme. C'est-à-dire pendant, en fait, la durée moyenne d'un abonné sur Facebook pour la journée, c'est 3 heures. C'est énorme comme durée d'utilisation.
Messenger aussi est très utilisé. On est passé aussi aux mêmes ordres, c'est-à-dire qu'en fait, on est à 3 heures également. YouTube aussi est très utilisé, les autres beaucoup moins. WhatsApp 40 minutes et le fameux Instagram, il n'est qu'à 32 minutes. Donc voilà, donc une augmentation, je dirais modérée du nombre d'utilisateurs, mais une augmentation importante de la durée d'utilisation par application. Donc ça, c'est sur l'usage. Alors ça, je vous ai préparé une petite surprise. Ça, j'ai reçu ça hier soir. Ça, c'est vraiment la surprise. Vraiment, c'est un slide qui est très important, qui est à la fois important et sur le plan sanitaire, il montre la dangerosité de la chose. Alors, qu'est-ce qui montre ce slide? Ça, c'est un rapport sur la mobilité des abonnés. Donc, on a pris une période d'observation qui était juste avant la décision de confinement et juste après le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les abonnés sont passés d'une région à une autre. Donc, ça, sur un plan sanitaire, c'est catastrophique. Ça, c'est l'une des raisons qui devrait alarmer l'ensemble des citoyens et l'ensemble du gouvernement, parce que qu'est-ce qui montre ce slide-là? Il montre que beaucoup de nos clients, et ça ne concerne que les abonnés d'Ooredoo, sont partis du Grand Tunis, de Sousse, de Gerba, pour aller où? Pour aller vers Mahdia et Kourouane, vers Sidi Bouzid, Jandouba, Gasrine, Béja. Voilà où ils sont partis. Kourouane, Kef, Béja, Gasrine, Jandouba, Sidi Bouzid, Célienne. Donc, si cette population est contaminée, la contamination va être généralisée sur l'ensemble de ces régions-là, et c'est ça qui est très inquiétant. À titre d'exemple, 91 000 abonnés ont quitté le Grand Tunis pour aller ailleurs. 35 000 abonnés ont quitté le gouvernorat de Sousse pour aller ailleurs. Donc voilà, ces chiffres-là sont très importants. Je les ai découverts hier soir et voilà, c'est un point de vigilance sanitaire. Mais voilà à quoi servent aussi tous nos outils de suivi et de data mining côté réseau, côté opérateur. Pardon. Autre changement dans les usages. En fait, nos réseaux sont, je dirais, paramétrés, conçus pour un certain nombre d'usages. Donc, en fait, les usages sont différents. Donc, on a un usage dans les maisons, c'est ce qu'on appelle un usage indoor, et un usage qui s'appelle un usage outdoor. Donc, quand on sort, c'est dehors, donc c'est un usage outdoor. Nous avons également les zones urbaines où classiquement il y a plus de trafic dans les zones urbaines. C'est là où on met le plus de sites. Et un usage dans les zones rurales où en général on met moins de sites parce que les usages sont moins importants. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les usages indoor, c'est-à-dire à la maison, à l'intérieur des murs, a beaucoup augmenté. Et donc ça met nos réseaux à rude épreuve, c'est-à-dire qu'on doit absolument s'adapter pour améliorer notre indoor dans une période où il est difficile de faire des changements sur le réseau du fait du confinement généralisé. Nous avons constaté également que les gens se mettant à la maison ont essayé par tous les moyens d'avoir des accès Internet à la maison. Donc, nous avons une augmentation importante de nos ventes box 4G et j'imagine aussi que
que les deux autres opérateurs connaissent la même chose. Alors, ça c'est un slide technique, je vais passer très rapidement. Qu'est-ce qu'il présente, ce slide-là? Il présente une architecture à peu près de nos réseaux fixes pour commencer. Donc, un réseau fixe, pour qu'il fonctionne, ben, on a ce qu'on appelle les boucles, je dirais, nationales, c'est ce qu'on appelle le backbone. Nous avons après des boucles métro, donc dans les villes. Et après, on a la couche d'accès, c'est-à-dire que le fameux câble qui relie les maisons, les entreprises aux boucles réseau les plus proches. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que malgré tout, les couches d'accès pour le fixe, c'est ce que je vous ai dit dans l'exemple italien, ont connu une augmentation importante. Alors, c'est beaucoup plus important en Occident que chez nous. Pourquoi? Parce qu'en Occident, ils sont connectés sur la fibre ou sur les câbles. Et ça, évidemment, je dirais, l'élasticité en termes, je dirais, d'augmentation de débit est importante. Alors que chez nous, on est soit sur des technologies de type wireless, donc mobile, qui par essence même sont limitées par les fréquences et le nombre de sites, ou alors sur notre ADSL national qui, comme vous le savez, n'a pas un débit très important et je dirais avec l'augmentation qu'a connue aujourd'hui le trafic Internet, si vous avez constaté beaucoup de boucles locales. Il y a par exemple le quartier d'El-Mansa qui connaît une saturation au niveau du débit et donc Tunisie Telecom fait tout son possible pour corriger et essayer d'augmenter les débits, mais c'est une opération qui est très délicate par les temps qui courent. Mais globalement, ce slide montre que les extensions de nos boucles nationales ou des villes ou au niveau de l'accès sont nécessaires pour absorber l'augmentation de trafic. Les réseaux mobiles sont aussi sous pression. Les réseaux d'accès mobile, en fait, ils ont je dirais, ce problème, c'est que leur capacité d'extension est très limitée parce que en nombre de fréquences, nous sommes très limités. Il n'y a pas assez de fréquences. Enfin, c'est pas un problème que tunisien, c'est un problème général. Donc, les fréquences limitent le débit au niveau des quartiers. Donc, en général, quand c'est marrant, sur les réseaux sociaux, il est souvent écrit, les gens se plaignent, j'ai un problème sur le réseau Ooredoo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, mais vous êtes le seul à avoir un problème sur le réseau Ooredoo parce que le problème majeur des réseaux mobiles, c'est un problème local, c'est-à-dire toi et le site le plus proche. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité du réseau ne dépend que de la couverture locale qu'il y a chez vous, dans votre maison, dans votre entreprise, dans votre quartier. Vous n'avez pas la même qualité forcément partout de manière équitable, surtout le réseau. Quelqu'un qui est à Tataouine et qui est le seul à utiliser le réseau va avoir une excellente qualité et à Tunis, dans un quartier où il y a une opposition farouche à installer des sites près de soi, bah, évidemment, on est beaucoup plus limité en termes de capacité sur le réseau d'accès. Donc, quand le réseau d'accès est limité, bah ça, paradoxalement, c'est un avantage parce que ça protège le corps du réseau de ce qu'on appelle de l'aspect collapse. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau central est protégé, donc il ne tombe pas parce qu'on a limité les arrivées sur le réseau central. Et évidemment, la bande passante à l'international est moins sollicitée que dans les réseaux fixes de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, chez Ooredoo, on a aujourd'hui moins de 50% de la bande passante internationale qui est utilisée. Donc, on n'a pas de problème de bande passante comme le réseau filaire. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le réseau filaire le plus important, c'est celui de Tunisie Telecom, l'opérateur historique, qui aujourd'hui a lancé une augmentation de sa capacité sur la bande passante à l'international parce que justement il y a une augmentation importante à ce niveau-là et donc ils font tout pour éviter que ça se dégrade globalement et je pense qu'ils le font bien
dans des délais records. Alors, un point peut-être final pour cette présentation. Je répondrai à vos questions, évidemment, si vous en avez. Un point très important, c'est le confinement. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, classiquement, on avait ce qu'on appelle l'heure chargée qui était entre 20h et 22h tous les soirs, etc. En fait, on est passé de à peu près 1 heure d'heure chargée par jour à un aspect où nous avons quasiment 6 heures d'heure chargée. Et cette heure chargée commence à peu près vers 18h et elle se termine à minuit tous les soirs, ce qui fait qu'on a une augmentation drastique du chargement de nos réseaux. Mais ce qu'on constate, c'est que l'augmentation à l'heure chargée du trafic je dirais, reste relativement modérée. Elle est de l'ordre de 10% sur nos réseaux mobiles, ce qui nous permet, je dirais, de véhiculer le trafic de manière peut-être moins critique que ce que le réseau filaire est en train de souffrir. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, c'est Abdelzer. Je vous en prie. Merci beaucoup, si Hatem, pour cet exposé complet et très intéressant. Moi, je ne suis pas du tout du domaine, mais j'ai réussi à suivre et à comprendre votre message. Donc, je vous remercie pour votre pédagogie. Je voudrais réagir tout de suite. Il y a un spectateur qui a posé une question que je vous lis tout de suite. Zoom est hébergé en dehors de la Tunisie, ça bouffe de la bande passante, tout comme Viber et WhatsApp. Pourquoi ne pas avoir des solutions hébergées localement? Ce sont des technologies banales. Ça permettra de baisser la consommation Internet à l'international et ça boostera les entreprises locales. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne question et il a raison. On devrait favoriser le contenu local, pas pour, je dirais, pas pour des aspects uniquement parce qu'il faut du local, mais parce qu'effectivement, ça bouffe beaucoup de contenu. Bon, beaucoup de bandes passantes. Il y a un aspect qui est important là-dessus. Tout d'abord, les plus gros, je dirais, diffuseurs de contenu, comme par exemple Netflix, comme par exemple, il y a un agrégateur qui s'appelle Akamai, il y a Facebook, bien évidemment, il y a Google, YouTube, etc. Aujourd'hui, ces entreprises-là hébergent, nous avons des serveurs chez nous en Tunisie qui sont hébergés dans notre data center. Donc, je dirais, la bande passante n'est pas très consommée à ce niveau-là parce que leur contenu est déjà local, c'est-à-dire qu'en fait, on fait venir une fois le contenu d'un serveur relais qui se trouve en Irlande ou aux États-Unis. Et puis, la plupart des Tunisiens utilisent le contenu Facebook, par exemple, à partir de notre data center. Donc, de ce côté-là, la bande passante n'est pas tellement sollicitée à ce niveau-là. Par contre, le point le plus important, je dirais, que cette crise est en train de montrer, tout ce qui est solution cloud. Aujourd'hui, tout le monde s'y met sur le cloud, etc. Et par contre, il y a des solutions mondiales pour le cloud. Et beaucoup d'entreprises tunisiennes utilisent des solutions Microsoft, des solutions, par exemple, d'hébergement, etc. Imaginez que vous êtes une entreprise qui utilise un logiciel pour la vente de vos solutions. Vos commerciaux ont tout leur portefeuille client qui sont sur le cloud chez un hébergeur américain. Et que pour une raison X ou Y, il y a un président américain qui dit « Bon, la Tunisie, c'est un pays terroriste, donc vous coupez tous les accès sur la Tunisie. » Que devient cette entreprise qui a son portefeuille client, ses factures
sur une plateforme hébergée aux États-Unis. Ben, ils ont perdu tout leur portefeuille client, toutes leurs factures, ils ont tout perdu. Et donc, il faudrait absolument qu'on pense aussi à faire vraiment des solutions de type cloud qui sont peut-être qui sont hébergées dans nos clouds nationaux, qui sont peut-être au début moins performants, mais qui préservent que nos données soient hébergées en Tunisie et qui ne peuvent pas être perdues parce qu'on a un conflit avec un grand pays comme les États-Unis ou autre d'ailleurs. Demain, ce sera le cas de la Chine, de nous priver de ses clouds, etc. Donc ça, c'est vraiment une question importante à l'avenir et donc cette crise-là est en train de mettre en exergue. Je voudrais aussi vous poser une autre question. Vous avez parlé de la mobilité des abonnés et la carte géographique était vraiment très… Elle exprime beaucoup de choses. Et puis vous avez parlé aussi du passage de l'outdoor à l'indoor. Oui. Pour la mobilité des abonnés, c'est un phénomène attendu, on est d'accord, parce que les élèves ne vont pas à l'école, donc ils sont tous rentrés chez eux. Beaucoup d'employés qui sont en chômage technique préfèrent aller chez leur famille d'origine, puisque ce sont les grandes villes qui se vident, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent les grandes villes, mais dont la famille habite à l'intérieur du pays. Donc, c'est un phénomène attendu, c'est-à-dire c'est un phénomène qui est peut-être comparable quand il y a des vacances scolaires. Je ne sais pas si vous pouvez comparer à une période normale, mais durant la période scolaire. Aussi, l'indoor a beaucoup augmenté, bien sûr, mais pour la mobilité, je disais seulement que c'était un phénomène attendu, bien sûr, c'est comparable. J'imagine que dans les périodes de vacances, même en situation normale, le phénomène apparaît, peut-être pas avec la même ampleur, parce qu'en plus des élèves qui sont en vacances et des étudiants, il y a des gens qui travaillent et qui sont partis, qui sont en chômage technique et qui préfèrent partir chez eux. Là n'est pas la question, c'est un phénomène, je disais seulement que c'est un phénomène attendu. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce passage de ce que vous appelez outdoor, c'est travailler à l'extérieur, et indoor à la maison. Quelle est normalement, on devrait s'attendre à une baisse du trafic parce que si jamais les entreprises sont plus consommatrices que les ménages. Et donc, je me pose la question, est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que vous avez des statistiques sur la consommation des ménages et la consommation des entreprises? En fait, la consommation des entreprises, c'est plus sur l'aspect réseau filaire, etc., qui, elle, à mon avis, a baissé. Et donc, c'est l'explosion je dirais, des réseaux, enfin, comment dire, de l'usage particulier. En fait, on est passé de l'usage B2B à l'usage B2C. Le B2C a explosé, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le réseau de l'entreprise, on est en train d'utiliser le réseau à la maison. Donc de ce côté-là, oui, il y a ce phénomène-là qui a beaucoup changé. Et donc, mais par contre, ce qui a vraiment baissé, c'est le trafic voix. Le trafic voix a baissé de 15 à 20%, absolument. Ah, d'accord. Ouais. Et par contre, le réseau data, il est très sollicité parce que les gens sont à la maison, donc tout le monde, donc les gens jouent, ils regardent des films, ils sont connectés en VPN à leur entreprise, donc il y a beaucoup de trafic qui est dû au fait qu'on télécharge du contenu, on a accès à son ERP, on a accès nous, par exemple, tout le call center travaille à partir de la maison, comme à la maison, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les plateformes. Donc, Est-ce que, alors, jusqu'à aujourd'hui, les choses se tiennent, hein, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Bon, vous avez parlé des DAB, mais vous êtes en train de trouver la solution. Est-ce qu'on n'est pas… Oui. Non, je pense qu'on n'est pas dans le cas de la surchauffe qu'on a vu en Italie et en France. C'est beaucoup moins. Mais aussi, on fait beaucoup de résistance parce que
parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour donner de la gratuité sur nos réseaux mobiles. Donc, en fait, on fait beaucoup de résistance par rapport à ça. Ouais, mais ils gagnent beaucoup d'argent, etc. La raison fondamentale, c'est que si on donne beaucoup de gratuité, ben, on risque de l'effondrement des réseaux, quoi. Donc, on fait très attention à ça et on ne veut pas donner de faux espoirs à nos abonnés. Il vaut mieux qu'on tienne la barque et que les clients puissent au moins utiliser nos réseaux de manière, je dirais, satisfaisante en termes de qualité. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans une période de pic d'utilisation de la bande passante? Parce que tout le monde est confiné normalement, par hypothèse, nous avons le couvre-feu, tout le monde est confiné. Est-ce qu'on peut imaginer une situation pire que celle d'aujourd'hui? On est dans une période de pic, oui, je suis d'accord, mais on risque d'avoir encore une augmentation dans les semaines à venir parce que bah, au début, on n'est pas très préparé. Beaucoup de domiciles sont en train de s'équiper je dirais, de solutions d'accès Internet. Beaucoup de foyers qui n'en avaient pas besoin parce qu'ils estimaient que c'était trop cher. Maintenant, avec le fait que les gens restent à la maison, ben, ils se disent maintenant, hein, je dois m'équiper en semoule et en pâte, je dois aussi m'équiper d'Internet parce que c'est le seul moyen je dirais, de passer du temps, quoi. Parce qu'à la maison, il y a la télé, il y a maintenant Internet pour passer du temps. Voilà. Donc, il y aura une petite augmentation encore. Il y a Si Hatem Trigui qui demande la parole pour vous poser une question. Donc, je vais lui laisser la possibilité de poser sa question. Pas de souci. Si Hatem. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci à l'Université centrale pour cette opportunité. Et mes félicitations à mes amis Saad et Hatem pour leur exposé clair, net et précis. Alors, juste, c'est Abdelzer, j'ai voulu rebondir par rapport à votre question que vous avez posée tout à l'heure à Saad, concernant justement cette fameuse transformation digitale qui n'avance pas convenablement dans notre pays. Effectivement, la transformation digitale, e-gov et tout ça, on en parle depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui. Mais en 2020, le bilan il n'est pas tout à fait positif. Et là, bon, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent qui sont donc la cause de, disons, de cette évolution qui n'est pas comme on la voulait. Tout d'abord, je pose la question, et là, peut-être, ce n'est pas pour me faire des ennemis, parce que tous les ministres des technologies qui sont passés depuis plus que 10 ans sont, je dirais, des amis, mais jusque-là, les DSI, bon là, je me présente, je suis actuellement CEO de la Caisse des dépôts et consignations. J'ai été CEO du groupe chimique tunisien depuis 28 ans. Et puis, en parallèle aussi, je suis le président du club DSI Tunisie. Donc, je sais, disons, je connais très bien que pensent les DSI par rapport à l'apport du ministère de technologie. Est-ce vraiment, est-ce que ce ministère, il peut se positionner comme étant le DSI de l'État, qu'on en parle depuis des années? Est-ce que aujourd'hui on se pose la question pourquoi on a encore 3 centres informatiques de l'État? Pourquoi on a encore le CNI, le centre informatique du ministère de la Santé publique, le centre informatique du ministère des Finances? En plus, nous avons la DSI du ministère de la Santé publique et la DSI du ministère de la Finance. Donc, je crois qu'il y a des efforts, il y a des mutualisations, il y a des efforts de mutualisation à mettre en place. C'est Hatem tout à l'heure, il a parlé de cloud. On parle de cloud national, on parle de l'ERP de l'État depuis des années. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Comme je disais, c'est pas pour critiquer les responsables qui sont passés par là, et Saad, il est déjà passé par cette responsabilité. Le deuxième point, c'est la réglementation de marché. Et là, c'est aussi un problème. Là, je viens du public.
et je sais ce que c'est. En deux mots, on ne peut plus continuer à acheter une solution informatique comme acheter du meuble ou des matériels roulants ou des équipements industriels. Ça, c'est clair. La mise en place d'une solution informatique doit se faire d'une manière agile. Et donc, la réglementation de marché d'aujourd'hui ne peut plus. Donc, c'est vraiment un frein à cela. Le troisième point, c'est la fuite des compétences. On en parle depuis des années. Et on l'a senti aujourd'hui clairement. Aujourd'hui, nos ingénieurs et aussi nos ingénieurs IT et aussi nos médecins font le bonheur des autres. Ça, c'est clair. On voit donc que ce soit en Occident, aux États-Unis, au Canada, les ingénieurs et les médecins tunisiens sont en train de, disons, d'essayer de remédier à cette problématique du Covid ailleurs, malheureusement. Le dernier point, et j'en finis, c'est la résistance au changement. La résistance au changement, que ce soit des main staff ou même donc des collaborateurs. Et là, je crois que le Covid-19 a définitivement cassé ce firewall, si j'ose dire, puisqu'on a enfin compris que rien ne sera plus comme avant. Et comme le disait tout à l'heure, c'est Hatem, donc ces dernières semaines, on a remarqué que tout le monde a bien compris qu'on n'a plus le choix. On doit y aller, que ce soit en IT ou encore aussi en médecine. Et merci. Merci beaucoup, Sidri. Vous avez quelque chose à... Vous pouvez réagir, Hatem, par rapport à ça? Oui, non, mais bon, la principale question, si je résume un peu, c'est comment faire pour faire que ce pays avance sur le chemin difficile de la digitalisation. C'est aujourd'hui, je pense que premièrement, l'aspect organisation qui fait quoi entre ministères et je dirais, ou avoir des centres informatiques par ministère, etc. Bon, tout ça, c'est des points importants, mais je dirais, un pays, il a des dirigeants, pour moi, c'est la chaîne de commandement, c'est une pyramide. Il faut que la chaîne de commandement, en haut, soit premièrement convaincue que la digitalisation est importante et qu'après, elle a envie de faire des choses. Et s'il a envie de faire des choses, qu'on soit organisé en centrale ou 3 centres informatiques ou avec un ministère d'éthique ou sans ministère d'éthique, etc., je dirais, peu importe. Il faut une démarche volontariste. Et la démarche volontariste, elle doit venir de haut. Voilà. C'est comme dans une entreprise. Un directeur, même le plus brillant, si le directeur général ne lui donne pas je dirais, tous les moyens pour réaliser ce qu'il a à faire, il ne fera rien. Donc, la même chose. Hein. Aujourd'hui, un ministre en Tunisie, pour changer son climatiseur de bureau, il faut un bon de commande qui n'a pas aujourd'hui le pouvoir de le faire tout seul. Hein. Il peut pas, un ministre ne peut pas aujourd'hui nommer un directeur général ou un directeur central d'une entreprise sous tutelle avant d'avoir l'aval du Premier ministre. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir d'un ministre aujourd'hui en Tunisie, ministre d'éthique ou autre ministre, il est proche de zéro. Le seul pouvoir réel aujourd'hui, c'est celui du chef du gouvernement. Il a tous les pouvoirs aujourd'hui par la Constitution, par ce qu'on veut. Donc, le jour où il y a un chef du gouvernement qui est conscient qu'on ne peut plus vivre comme avant, hein, il faut qu'on vive notre temps, il faut qu'on vive aujourd'hui comme les autres, hein, comme les autres pays qui sont aujourd'hui sur le chemin de digitalisation, à ce moment-là, les choses changent. Et culturellement, dans tous les pays, aucun pays ne change avec les entreprises privées qui se mettent à faire du digital. Ça, c'est marginal. Pour que le pays soit digitalisé, il faut que le citoyen lambda soit digital.
Donc, il faut qu'à la tête de l'État, il faut que le système d'information de l'État soit performant, il faut qu'il soit accessible par Internet, il faut qu'il soit accessible sur smartphone, il faudrait que toutes les démarches qu'on puisse faire à distance comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ok, ça fait des années qu'on crie arrêtez la légalisation. Et voilà, aujourd'hui, ok, les mairies sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On signe plus de contrat? Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir 2 mois de confinement. Allez, dites-moi ce qu'on fait pour la légalisation. Ça fait des années qu'on le dise. Il faut une décision politique, c'est simple. Hein? Le Premier ministre, il dit, OK, j'accepte qu'il y ait 5% de fraudeurs dans le pays. C'est pas grave. On ne va pas punir tout un peuple parce qu'il y a 5% de fraudeurs. 10% de fraudeurs, c'est pas grave. La première année, ça sera 10%, la deuxième année, ça sera 5%, et l'année d'après, ça sera moins de 1%. C'est comme ça qu'ils ont fait. Tous les pays ont avancé, et pour avancer, ben voilà, on avance, on fait des bêtises, on fait des dégâts, on corrige, etc. Mais aujourd'hui, attention, hein, il y a de la fraude à la légalisation de la signature. L'État le sait. Aujourd'hui, si vous mettez un bac chiche bien fait, ben vous avez votre légalisation de signature. Hein? Et donc, il y a déjà ça. Donc, enlevez-moi cette légalisation de signature, tous les services à distance, hein, des trucs compliqués, signature, je ne sais pas quoi, il faudrait que la signature électronique soit acceptée par le Parlement, etc. Ça, c'est… Le Parlement, laissez-le pour des choses fondamentales. Mais il suffit un décret du Premier ministre qui dit, voilà, légalisation, on n'en tient plus compte. Et c'est terminé. Donc, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas… On a l'impression que aujourd'hui, la digitalisation, les gens comprennent la digitalisation, c'est comme changer son écran de télé. Donc, il faut des investissements énormes, etc. C'est pas ça la digitalisation. Ça, c'est juste pour faire joli, ça. Hein? La digitalisation, c'est pas en rentrant dans une boutique, on trouve un écran, je sais pas, 62 pouces, dernier cri. Ça, c'est pas digitalisation, ça. Digitalisation, c'est justement de pouvoir utiliser les services à la maison, payer ses factures à la maison, s'inscrire à l'école à la maison sans aller à l'école, demander une installation de son électricité à la maison, demander le raccordement à l'eau à la maison, acheter sa puce à la maison, se faire livrer une télé à la maison. C'est ça la digitalisation. Ce n'est pas des écrans et beaucoup d'infrastructures, etc. C'est un mindset. À un moment donné, il faut que l'État dise ça, c'est supprimé, ça, on ne le fait plus, ça, on ne le fait plus, etc. Et après, vous allez voir, ça va aller. Aujourd'hui, un point important, par exemple, sur notre business mobile. On est aujourd'hui, on a des distributeurs qui prennent les recharges de chez nous et qui vont distribuer sur les Arabes du coin. C'est l'Atal. OK? Alors, avec le confinement, c'est pas simple, hein, parce que pour arriver à l'Atal, il faut au moins 3 intermédiaires. Comment ils font avec le confinement? Alors qu'on aurait pu faire un système tout simple. Chaque Atal qui vend de la recharge, il est obligé d'avoir un compte bancaire et une carte bancaire. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. La plupart des Atal ont un téléphone. Combien coûte d'ouvrir un compte bancaire et une carte bancaire? Rien du tout, zéro. On les oblige à faire ça. Si l'État avait la volonté, il lui dit, bon, monsieur, vous avez une autorisation, en échange, vous avez un compte bancaire, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Ouais. Je pense que la crise cette crise due à la pandémie constitue une opportunité pour changer tout cela. J'espère que les autorités, que les Tunisiens saisissent cette occasion pour, surtout les chefs d'entreprise, saisissent cette occasion de crise pour se rendre compte de l'importance de la digitalisation. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que la digitalisation n'est pas un problème seulement technique, mais c'est un problème de comportement des gens, c'est un problème
de façon de faire et de comportement. Je voudrais, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par écrit, mais on n'a pas le temps puisque la séance doit s'arrêter à 10h20. Nous sommes déjà à 10h35, je pense, 10h33, donc on a dépassé l'horaire précis d'un quart d'heure. Mais je voudrais signaler quelque chose de très important, enfin pour l'Université centrale, qui est en train aujourd'hui de réussir sa transformation digitale. L'organisation de ce séminaire en est un exemple. D'abord, c'est peut-être quelque chose de très important. Le personnel de l'Université centrale travaille depuis le 18 mars en télétravail et la plateforme Mayo sera disponible pour les étudiants à partir du 1er avril prochain. Les cours seront donnés à partir du 1er avril grâce à ce support, à cette plateforme Mayo. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des exemples de réussite de transformation digitale. Et je pense que le secteur, à part la volonté de l'État et la politique volontaire de l'État, je pense aussi que le secteur privé a un rôle très important à jouer. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Sihat. Nous passons à la deuxième séance. Ça a été très, très profitable et très instructif, votre intervention, et je vous remercie, ainsi que Siad El Galoul aussi. Ça a été un séminaire sur les aspects technologiques très intéressant.